Et aujourd'hui, André Berkoff est en face à face avec François Kersaudy, qui est historien, spécialiste d'histoire contemporaine et qui présente son livre La liste de Kersten aux éditions Fayard. François Kersaudy, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, d'emblée je dis, vraiment, j'ai l'habitude effectivement de ne jamais inviter les auteurs de livres qui ne m'intéressent pas. Ça c'est la moindre des choses. Mais je dis que votre livre, La liste de Kersten chez Fayard, il faut le lire. Je dis à tous les auditeurs de Sud Radio et les autres aussi bien sûr, c'est un livre qu'il faut lire parce que c'est une histoire extraordinaire. Effectivement, Joseph Kessel l'avait écrit il y a 20 ans, mais un peu fiction-réalité. Vous avez fait un travail d'historien, vous avez fait un travail vraiment de documentariste au sens le plus noble du terme. Vous avez enseigné à Oxford, vous avez écrit à Paris, vous avez écrit des ouvrages remarqués sur Winston Churchill et sur le général de Gaulle, et puis des biographies de Göring et les secrets du Troisième Reich, etc. Mais là, j'ai été absolument fasciné par cette histoire de Kersten, et je voudrais vraiment que vous racontiez pour les auditeurs qui est ce Kersten et comment il s'est retrouvé comme médecin, comme j'allais dire ostéopathe, en tout cas comme magicien au sens manuel du terme, d'un des plus grands criminels de l'histoire, le chef des SS, Heinrich Himmler. Alors, Kersten, c'était qui, rapidement, François Kersaudy? Alors, Kersten, au départ, c'était un Allemand balte qui venait d'Estonie, Oui. qui était devenu finlandais par un concours de circonstances. D'ailleurs, toute cette affaire, ce sont des concours de circonstances, qui est devenu médecin par un autre concours de circonstances, qui a été formé à une discipline qu'on appelait à l'époque le massage finlandais, qui a ensuite s'est perfectionné dans son art avec les meilleurs médecins de Berlin et aussi avec un très curieux Tibétain. C'est ça, le professeur Ko. Le docteur Ko, qui lui a enseigné la médecine tibétaine, donc il s'est surajouté à ça. Ouais. Et sa spécialité consistait à soigner les blocages circulatoires par ce qu'on appelle un peu abusivement un massage. En fait, c'est une sorte de massage très profond qui consistait effectivement à intervenir sur les faisceaux musculaires, sur les nerfs, sur les muscles profonds, pour essayer d'écarter, d'enlever les thromboses qui faisaient obstacle à la circulation du sang et donc à l'oxygénation des tissus et des nerfs. Et avec ce système, avec cette thérapie, il arrivait à des guérisons miraculeuses. C'est ça, il avait des succès énormes dans toute l'Europe, enfin très vite, quoi. Oui, il était très très connu entre les deux guerres, dans toute l'Europe, effectivement. Mais évidemment, quelquefois, il avait des guérisons définitives. Souvent, il arrivait à soulager considérablement. C'est ça. Ça veut dire qu'on avait encore besoin qu'il revienne. Bien sûr. Et c'est tout le secret de l'affaire. Sa fortune, c'est ce qui a fait sa fortune et ce qui a fait cette coïncidence qu'il ait pu avoir tant de succès en traitant Himmler. Oui, alors justement, on arrive à Himmler, qui est quand même l'histoire la plus extraordinaire, vous la racontez, mais c'est vrai, on a beaucoup parlé de la liste de Schindler, cet Allemand qui avait sauvé effectivement 1 millier de Juifs, mais Kersten, c'est encore plus massif, enfin c'est extraordinaire. Juste un mot, donc il rencontre Himmler, on lui fait rencontrer Himmler parce que Himmler avait un état de santé, on peut le dire, extrêmement, pas fragile, mais enfin avec des maux terribles, enfin des douleurs terribles. Il rencontre Himmler et ça se passe tout de suite, c'est-à-dire il arrive à le soulager très vite, je crois. C'est ça. Voilà. C'est un des hommes d'affaires qu'il traitait, qui lui a demandé, comme un service personnel, d'aller voir Himmler. Lui, qui était très anti-nazi, a commencé par refuser. Puis bon, il a pensé qu'il valait mieux quand même aller le voir. Ouais. Et en le voyant, en commençant à le soigner, il s'est aperçu qu'effectivement, il pouvait faire quelque chose, mais que ça ne durerait pas. Et c'est ce qui a sauvé la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est le fait qu'il
avait cette capacité de soulager, mais que comme ça ne durerait pas, il devait revenir. Hitler est devenu entièrement dépendant de ses services. Ah ouais, ouais. Mais comment est venu, vous le racontez très bien dans le livre, François Kersaudy, comment justement Kersten, il n'y pensait pas au départ, comment il est venu à dire, ok, écoutez, je reviens, oui, je vais venir vous soigner, mais il n'a pas demandé d'argent, mais en rétribution, vous sauvez X, Y ou Z, et de plus en plus, il demandait que l'on sauve des victimes potentielles, enfin, qu'ils soient juifs, qu'ils soient homosexuels, autres, communistes ou autres. Comment ça lui est venu? Comment il a pris conscience de cela? Là aussi, c'est une coïncidence, c'est-à-dire que il aurait été dangereux de refuser ses services à Himmler, donc il les lui a donnés. Il a refusé de se faire payer, d'abord parce qu'il était déjà très riche, Ouais. et ensuite parce qu'il a pensé qu'il serait moins dépendant d'Himmler s'il n'était pas rétribué, ce qui était déjà assez astucieux. Ouais. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, Himmler, curieusement, c'était un de ces rares hiérarques nazis qui n'était pas corrompu. Oui. Et donc, il avait de très faibles revenus par rapport à ceux de Göring ou de Goebbels, qui étaient des escrocs notoires et qui avaient des fortunes considérables. Himmler faisait vertu de pauvreté, pratiquement, Ouais. mais se sentant redevable, il voulait payer. Et Kersten lui a dit non, je ne veux pas d'argent, surtout que les marques ne valaient plus rien. Et donc, ce qu'il lui a dit, il s'est trouvé qu'un jour où Himmler insistait pour payer, Kersten avait dans sa poche une liste de gens, des socialistes, des communistes, des opposants qui étaient en prison, Ouais. et on lui avait demandé d'intercéder auprès d'Himmler pour qu'il soit libéré. Et un peu par réflexe, quand Himmler lui a dit « il faut absolument que je vous paye », il a sorti la liste et il a dit écoutez, voilà ma rémunération. La première liste de Kersten, oui. Ouais. La première liste de Kersten. Ouais. Et Himmler a accepté d'emblée ou... Non, il a commencé par refuser. Das darf ich nicht, j'ai pas le droit. Ouais. Et l'autre lui a dit, mais entre amis, on peut tout se permettre, signer et tout sera réglé. Et il a signé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une habitude. Kersten avait un certain nombre d'agents à l'extérieur. Kersten ne pouvait pas fonctionner tout seul, hein, il avait des complices. Bien sûr. Son premier complice, c'était le secrétaire d'Himmler, qui détestait les nazis, curieusement. Grâce à lui, il s'est fait un réseau d'informateurs, notamment aux Pays-Bas, qui lui envoyaient à l'adresse d'Himmler, c'est encore plus extraordinaire. Oui, adresse confidentielle que personne ne pouvait effectivement, pouvait pas toucher à ces lettres. La seule adresse d'Allemagne qui n'était pas soumise à la censure, c'était l'adresse postale du Reichsführer, d'Himmler. Et donc, grâce à ces agents, il savait qui avait été arrêté et pourquoi. Et à chaque fois, il les mettait sur sa liste, il les donnait à Himmler. Il explique d'ailleurs très bien hein, dans ses souvenirs comment il s'y prenait. Et Himmler regardait la liste, lui en accordait 10, 20, 30, quelquefois les premiers et les derniers. Ouais. Et puis après, avec Kersten donnait la liste à Brandt, au secrétaire d'Himmler, en lui disant vous laisserez un intervalle vers le bas avant la signature et puis vous ajouterez plusieurs noms. Ouais, c'est formidable, incroyable. Et c'est comme ça qu'il en a fait libérer. Ça a duré 4 ans, ça a duré 4 ans, pratiquement. Ça a duré 5 ans et demi, presque 6 ans. Ouais. Et jusqu'au début de 1945, Kersten était plutôt un détaillant, un peu comme Schindler. C'est-à-dire qu'il en obtenait quelques centaines, quelques milliers, pas plus. Et puis, à partir de mars 1945, il est devenu un grossiste. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu un grossiste? C'est parce qu'il restait 800 000 prisonniers dans les camps de concentration, les camps de travail, les camps de transit en Allemagne, et dont 80 000 juifs. Et l'ordre d'Hitler était que lorsque les Alliés approcheraient à moins de 8 km de ces camps de concentration, tout devait sauter.
Il fallait les éliminer tous, ouais. Le camp, les prisonniers et même les gardiens. Comme ça, il ne resterait plus qu'un tas de pierres. Et on pourrait dire toute cette histoire de camp de concentration, c'était de la blague, ça n'a jamais existé. Ça aurait été le bonheur des négationnistes. Et il se trouve que Kersten a été alerté par des membres du Congrès juif mondial qui étaient en Suède. Ils ont dit, vous avez déjà fait tellement de choses pour nous, on sait que c'est impossible, mais essayez d'empêcher Himmler de faire ça. Et Kersten a fait le siège d'Himmler pour lui faire promettre de ne pas transmettre l'ordre d'Hitler. C'était lui qui avait les responsabilités de tout faire sauter. De ne pas faire sauter les camps, c'est ça. Et voilà. Et donc, Kersten lui a dit, ne faites pas ça. La menace permanente à chaque fois, c'est si vous le faites, je ne vous soigne plus. Et ça, comme Hitler avait des crans absolument insupportables, eh bien, il a cédé et l'ordre n'a pas été transmis. Et donc, sur les 800 000 prisonniers, il y en a 200 000 qui sont morts de toute façon à cause des marches de la mort, et puis même juste après la libération, parce que leur organisme était épuisé total et tout, bien sûr. Donc, il en restait 600 000. Sur les 600 000, il y en a entre 200 et 300 000 qui n'auraient pas été touchés parce qu'ils étaient dans des camps annexes. Il y avait des centaines de camps annexes. Mais dans les 30 camps principaux, là, il en restait entre 300 et 400 000, et ceux-là, ils doivent leur vie à Kersten. Et sur ceux-là, il y avait les 80 000 juifs, dont 20 000 n'ont pas survécu, mais les 60 000 qui restaient doivent également leur vie à Kersten. Ils la lui doivent même, pour beaucoup, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'en mars, Kersten est arrivé à convaincre Himmler de laisser envoyer des colis aux prisonniers juifs, des colis de vivres. Et en avril, les camps n'étaient plus ravitaillés, donc ils seraient tous morts. Eh bien, ils ont reçu des colis de vivres, et donc ça les a sauvés une première fois. Et la deuxième fois, ils ont été sauvés parce que leur camp n'a pas sauté. Donc vous voyez un petit peu, l'estimation basse, c'est 300 000, l'estimation haute, c'est 400 000. C'est extraordinaire. C'est une histoire absolument fabuleuse, François Kersaudy, que vous racontez, avec moult détails. Malheureusement, on n'a pas le temps de les... Mais justement, je renvoie à votre livre. Il se lit vraiment, mais c'est une aventure vraie, et ça montre à quel point un individu, quand il est placé, quand il a cette humanité et quand il est prêt à se battre, parce qu'il fallait du courage pour faire ça, c'était pas évident, eh ben il sauve des milliers, des dizaines de milliers de vies. La liste de Kersten, vraiment, c'est un livre absolument à lire. Merci François Kersaudy. Et c'est aux éditions Fayard, je précise, une lecture passionnante que vous pourrez peut-être prendre pour vos vacances, par exemple, pour ceux qui partent en vacances.